Bon, chers collègues, bonjour à vous tous. On va examiner une PPL du groupe UMP qui est présentée par Claude Deganay, qui vise à renforcer les conditions d'accès aux installations nucléaires de base. Je vous précise que l'examen de cette PPL est ouvert à la presse également. Donc je vais lui laisser tout de suite la parole, en sachant qu'on a quelques amendements. Donc je t'en prie. Bien, merci Madame la Présidente. Donc mes chers collègues, tout d'abord je tiens à vous remercier de m'avoir accueilli dans cette commission et accepté ma candidature en tant que rapporteur de cette proposition de loi. Muni d'un tel mandat, je me rends dès lors coupable d'aucun délit d'intrusion, contrairement à certaines personnes que nous allons évoquer au cours de cette réunion. Le texte que nous allons débattre aujourd'hui est déjà ancien puisque je l'ai déposé avec plusieurs de mes collègues du groupe UMP il y a près d'1 an et demi. À l'époque, il s'agissait d'ouvrir le débat et d'alerter les pouvoirs publics sur la nécessité de faire évoluer les dispositions législatives relatives à la protection des installations nucléaires civiles. La protection des installations civiles abritant des matières nucléaires, et en particulier des centrales, est un sujet de préoccupation majeure depuis de nombreuses années, compte tenu de leur sensibilité intrinsèque et de la multiplication d'événements de nature à mettre en doute leur sécurité et la fiabilité de leurs mesures de protection. Naturellement, les pouvoirs publics, dont le Parlement, ne sont pas restés inactifs face à cette problématique. En témoignent, pour n'évoquer que les exemples les plus récents, les débats menés dans le cadre de la loi de programmation militaire 2014-2019 et le travail effectué par notre éminent collègue Daniel Boisserie à l'occasion du projet de loi de finances pour 2015 et les auditions récemment organisées par l'OPEX sur la question des survols de centrales par des drones. J'y reviendrai. Toutefois, les intrusions ou tentatives d'intrusion illégales répétées et de plus en plus régulières de militants à l'intérieur d'installations nucléaires civiles continuent de représenter un défi majeur pour les pouvoirs publics comme pour les opérateurs du secteur. En outre, les événements tragiques qu'a vécu notre pays en ce début d'année 2015 confèrent à ce débat une acuité particulière et rendent d'autant plus nécessaire et urgente l'adaptation du régime de protection de telles installations. C'est au vu de ces éléments et de cette actualité que cette proposition de loi s'attache à faire évoluer le régime juridique applicable à ces sites. Quelques rappels qui semblent relever de l'évidence, mais qu'il n'est pas inutile de reformuler. Les installations civiles abritant des matières nucléaires gérées par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, EDF et Areva, constituent des installations extrêmement sensibles. En outre, le secteur du nucléaire revêt une importance énergétique, stratégique, économique et sociale considérable dans notre pays et pour notre pays. Je rappelle d'ailleurs que le secteur de l'énergie fait partie des 12 secteurs d'activité d'importance vitale, ainsi définis par l'arrêté du Premier ministre. À ce titre, il doit faire l'objet de mesures de protection particulières pour tout ou partie de ses activités, installations et systèmes de production. Un document de référence, la Directive nationale de sécurité, DNS, décrit l'ensemble des menaces susceptibles de peser sur les installations nucléaires et les mesures à mettre en œuvre pour y faire face. La DNS étant classée confidentielle défense, il est impossible de dresser une liste détaillée et exhaustive de l'ensemble des risques pesant sur ces sites. Pour ce qui concerne les centres nucléaires de production d'électricité, CNPE, mais plus communément appelés les centrales, l'une des menaces principales a trait à l'action d'agresseurs internes ou externes aux installations, dans le but soit de dérober de la matière nucléaire à des fins de fabrication d'un engin nucléaire, soit de procéder à un sabotage susceptible de porter atteinte à la santé des personnes et à l'environnement. Je rappelle à cet égard que notre pays compte 58 réacteurs nucléaires et que la moitié de la population française vit à moins de 80 km d'une centrale. Sans vouloir paraître excessivement alarmiste, nous devons rester conscients que le risque terroriste n'est pas une simple vue de l'esprit ou le produit d'une paranoïa sans fondement. Les attaques, prises d'otages et meurtres abjects perpétrés il y a 3 semaines dans notre pays nous le rappellent cruellement. De même que les attaques ayant visé des installations énergétiques
à l'étranger ces dernières années. En juillet 2010, sur la centrale hydroélectrique de Baksan, dans le Caucase russe. En janvier 2013, sur le site gazier d'In Abenas, en Algérie. En avril 2013, sur la centrale thermique de Peshawar, au Pakistan. En mai 2013, sur l'usine de traitement d'uranium Somaïr, filiale d'Areva, au Niger. À ce jour, et c'est heureux, nos centrales nucléaires n'ont eu à subir aucune attaque terroriste ni aucun sabotage. En revanche, elles ont fait l'objet d'actions, souvent massives et parfaitement organisées de la part de militants déterminés et bien équipés. De telles actions ne relèvent naturellement pas de la menace de référence et ne présentent pas de risque majeur tant qu'elles restent effectivement le fait de simples militants. Elles n'en demeurent pas moins préoccupantes car l'intrusion sur un site nucléaire n'est pas un acte anodin. Depuis 2009, la sécurité des CNPE est assurée par des pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie, PSPG. Depuis cette date, ce sont 156 personnes qui ont été interpellées lors d'intrusions ou de tentatives d'intrusion. Ces intrusions particulièrement graves, puisqu'elles visent des sites sensibles, sont certes condamnées, le cas échéant par la justice. Toutefois, les condamnations sont toujours relativement clémentes. Cela ne s'explique pas par un laxisme particulier du juge, mais par l'inadaptation de notre dispositif juridique. J'y reviendrai par la suite. Au-delà des intrusions, je souhaiterais rapidement évoquer une problématique récente, les survols de drones. Depuis le 10 septembre dernier, 19 sites abritant des matières nucléaires ont été illégalement survolés par ces aéronefs télépilotés au cours de 40 épisodes distincts. Parmi les 19 sites visés, on compte 14 centrales nucléaires et nous avons appris récemment que le palais de l'Élysée n'était pas épargné par ce phénomène. Ces survols ont créé un grand émoi et ont suscité une forte réaction médiatique. 26 procédures judiciaires sont actuellement en cours afin de lever le voile sur ces actions. Il convient toutefois de ne pas être alarmiste. À ce stade, les engins utilisés ne sont pas de nature à constituer un risque radiologique. Il s'agit d'appareils de taille relativement réduite, à faible autonomie et ne disposant pas d'une grande capacité d'emport. Mais on est forcé de constater que la multiplication de ces survols sur une période de temps assez courte et la simultanéité de certaines actions suppose un degré d'organisation et de coordination qui conduisent à écarter les survols accidentels. Il s'agit de faire la lumière sur ces actes, c'est ce que doivent permettre les procédures judiciaires en cours. Par ailleurs, ces appareils pourraient représenter une menace plus sérieuse à l'avenir. On peut évoquer les risques de collecte d'informations sensibles, d'intrusion, voire d'endommagement, de sabotage ou d'actions terroristes. Des dispositions juridiques existent pour prévenir ces survols. Notre droit assimile les drones à des aéronefs classiques et, en conséquence, les mêmes interdictions de survol s'appliquent à eux. Je pense notamment à l'interdiction de survol des centrales dans un périmètre de 5 km autour d'elles et de 1000 mètres au-dessus d'elles. Il n'y a donc pas à proprement parler de vide juridique. Toutefois, les techniques actuelles de détection, comme les dispositions pénales en vigueur, ne sont pas adaptées à ce nouveau type d'appareil. Il n'est pas possible à ce stade d'apporter une réponse législative satisfaisante à cette problématique, tant les questions techniques et juridiques restent nombreuses. Le Premier ministre a lancé une démarche interministérielle sous la coordination du secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. Il convient de saluer cette initiative qui vise à évaluer les risques et les menaces posées par les drones, envisager l'adaptation du régime juridique existant et déterminer la réponse capacitaire à apporter à cette question, notamment dans le domaine de la détection et de la neutralisation. J'en reviens à la question des intrusions sur les sites civils abritant des matières nucléaires. Je souhaiterais apporter 2 points avant de vous présenter le dispositif de la proposition de loi et les modifications que je vous propose d'y apporter. Le premier point concerne les avancées législatives récentes qui, à l'initiative de cette commission, ont permis d'améliorer la réglementation aux abords de ces installations. À l'occasion des débats sur la loi de programmation militaire, Daniel Boisserie avait déposé un amendement habilitant le gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance afin de renforcer la protection des installations nucléaires. L'amendement avait été adopté en commission, puis en séance publique. Cette initiative bienvenue a permis l'introduction d'un nouvel article L. 2215-10 dans le Code général des collectivités territoriales qui permet au préfet de réglementer la circulation et le stationnement de véhicules dans un rayon de 5 km autour de ces sites.
En revanche, aucune adaptation du régime pénal n'a été effectuée. C'est le second point que je souhaite aborder avant de formuler quelques propositions en la matière. Notre réponse pénale en cas d'intrusion est totalement inadaptée, compte tenu de la sensibilité des sites nucléaires et des risques potentiels liés à une remise en cause de leur intégrité. Aussi surprenant que cela puisse paraître, il n'existe à l'heure actuelle aucun délit spécifique punissant l'intrusion illégale dans des installations civiles abritant des matières nucléaires. En l'absence de régime adapté, le juge fait au mieux avec les seules armes juridiques dont il dispose. En l'occurrence, et certains parmi vous le savent bien, les magistrats retiennent régulièrement le délit de violation de domicile. J'insiste sur ce point, le fait de pénétrer illégalement dans un site civil abritant des matières nucléaires est juridiquement poursuivi et puni de la même manière que l'intrusion dans un appartement. Je pense que chacun, quelle que soit son affiliation politique et ses convictions, peut objectivement reconnaître qu'il y a là un problème auquel il convient de remédier. Tel est l'objet de la proposition de loi. Je l'ai rappelé, j'ai déposé ce texte il y a déjà longtemps, sans d'ailleurs méconnaître les limites juridiques et opérationnelles du dispositif proposé à l'époque. Mais depuis septembre 2013, le contexte a changé. En 2014, les intrusions ou tentatives d'intrusion se sont multipliées, touchant plusieurs centrales, impliquant des dizaines de militants bien équipés et très organisés. J'ai eu également la chance de pouvoir échanger de manière très constructive avec l'ensemble des acteurs concernés et intéressés. Notre collègue Daniel Boisserie, bien sûr, que j'ai déjà cité, les services du gouvernement, la gendarmerie, les opérateurs, et je profite de cette intervention pour les remercier très sincèrement. Enfin, l'inscription à l'ordre du jour de la proposition de loi m'a définitivement convaincu de la nécessité de remettre l'ouvrage sur le métier afin d'aboutir à un dispositif efficace et satisfaisant pour l'ensemble des parties. C'est le sens de l'amendement que j'ai déposé et que je m'apprête à vous présenter, si Madame la Présidente m'autorise à ce léger accroc à l'organisation traditionnelle des débats. Les peines de base proposées par l'amendement sont identiques à celles prévues pour l'intrusion frauduleuse dans une installation affectée à l'autorité militaire ou placée sous son contrôle. 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. À titre de comparaison, les mêmes peines sont prévues pour usurpation d'identité ou outrage à magistrat. Le fait d'encourager, d'inciter ou de provoquer à commettre ce délit est puni des mêmes peines lorsqu'il est suivi des faits. Le dispositif prévoit par ailleurs une échelle de peine plus sévère en fonction de 3 niveaux de circonstances aggravantes. Les peines sont portées à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en réunion, lorsque son auteur prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ou lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration. Les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende lorsque 2 de ces 3 circonstances sont cumulées. Les peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée ou si elle a été commise avec l'usage ou la menace d'une arme. La tentative de commettre les délits précités est punie de même peine. Enfin, le dispositif prévoit des peines complémentaires classiques applicables aux personnes physiques. Par exemple, l'interdiction de détenir ou de porter pour une durée de 5 ans une arme soumise à autorisation, ou encore la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction. Aux personnes morales, outre l'amende, peine de droit commun qui leur est applicable en application des articles 131-37 et 131-38 du Code pénal, celles-ci pourront encourir une peine complémentaire de confiscation et d'affichage ou de diffusion de la décision de justice les condamnant. Il est évident, mais il est parfois bon de rappeler les évidences, qu'il s'agit de peines maximum et non de peines planchers. Les condamnations seront à l'appréciation du juge en fonction des cas d'espèce et des circonstances. Alors, je ne suis pas naïf, il est évident que ce dispositif ne dissuadera pas des terroristes déterminés, en particulier ceux qui se réclament d'un terrorisme médiatique et sacrificiel, par nature aveugle aux condamnations encourues. Mais il pourra priver de tels individus d'une possibilité d'intrusion sur des sites sensibles. En effet,
Si les organisations à l'origine des intrusions sont effectivement non violentes, on ne peut pas totalement écarter le risque que de faux militants, mal intentionnés et dangereux, s'infiltrent en leur sein. Ce risque est d'autant plus grand que, d'une part, ces organisations n'ont évidemment pas vocation à filtrer leurs adhérents en amont, et que, d'autre part, les groupes investissant les sites nucléaires sont souvent multinationaux et peuvent donc comporter des individus inconnus des forces de police françaises. En réduisant le nombre d'intrusions politiques par leur caractère dissuasif, les peines proposées permettraient ainsi de diminuer le risque d'actions réellement malveillantes. Elles permettraient par ailleurs aux forces de sécurité de mieux discriminer les intrus, rendant ainsi leur action et leur réponse plus efficaces. L'enjeu du renforcement de la réponse pénale est de permettre à ces forces de n'avoir aucun doute quant aux intentions des potentiels intrus. Or, on ne peut raisonnablement penser que les personnes qui chercheraient à s'introduire sur les sites en dépit des nouvelles peines encourues ne seraient pas animées d'intentions pacifiques. Une précision importante, une telle évolution de notre régime juridique ne priverait les militants antinucléaires d'aucune liberté publique ni d'aucun droit fondamental constitutionnellement reconnu et protégé. En effet, la liberté d'expression et de manifestation peut parfaitement s'exercer à l'extérieur des sites nucléaires sans pour autant réduire la force ou la portée du message de ceux qui exercent ces libertés. Il ne s'agit pas d'un texte contre les antinucléaires, mais pour la protection d'installations sensibles dont chacun peut objectivement reconnaître qu'il ne s'agit pas de sites comme les autres. Je me permettrai une comparaison à l'attention de ceux qui, malgré ces explications, brandiraient la violation de la liberté d'expression s'ils avaient des griefs à l'encontre du service public hospitalier, s'ils souhaitaient, par exemple, alerter l'opinion publique sur les mauvaises conditions d'aseptie dans certains établissements, leur viendrait-il à l'esprit d'aller manifester dans le bloc opératoire en pleine intervention chirurgicale pour donner plus de poids à leur argumentation? Probablement pas. J'ajoute également qu'en réalité, je souhaite que les dispositifs que je propose ne soient jamais mis en œuvre. Telle est bien la vocation d'un dispositif qui se veut dissuasif. Il vise d'abord à décourager et non à punir. Cela signifierait d'une part que les militants conserveraient évidemment leur droit à la liberté d'expression, mais à l'extérieur des sites, ce qui n'est objectivement pas aberrant. D'autre part, cela signifierait que les forces de sécurité pourraient concentrer toute leur attention sur les véritables menaces, enjeux de sécurité et remplir la mission pour laquelle elles sont entraînées et formées. Non pas la course aux militants, mais la lutte contre le terrorisme nucléaire. En somme, ce texte vous propose une solution gagnant-gagnant. Si cette commission et demain le Parlement adoptent ce texte, les pouvoirs publics auront pris leurs responsabilités. Il reviendra alors aux opérateurs de faire de même, en consentant les investissements nécessaires, car il y en a, pour assurer une protection maximale des installations nucléaires. C'est le sens de la réglementation relative à la protection et au contrôle des matières nucléaires, de leur installation, de leur transport, dite PCMNIT. Elle prévoit un plan de mise en conformité du parc avec les nouvelles exigences de sécurité. La date butoir du 1er juillet 2016 ne sera sans doute pas respectée, mais les opérateurs doivent tout faire pour avancer au maximum sur ce sujet. En tout état de cause, ils ne pourront plus tirer argument de l'inadaptation du régime juridique pour retarder certains investissements. Pour conclure, ce texte n'est pas un texte de droite ou un texte de gauche, il s'agit d'un texte nécessaire et je crois que ce constat est largement partagé au-delà des appartenances politiques. De fait, il a été élaboré en bonne intelligence, dans une grande concertation et une totale transparence entre le Parlement et le gouvernement, entre la majorité et l'opposition. Je suis particulièrement fier d'avoir pu travailler dans de telles conditions afin de parvenir à une solution qui, j'en suis sûr, quand j'en suis persuadé, répond à un impératif d'intérêt général. Au regard des conditions d'élaboration de ce texte et de la sensibilité du sujet, et compte tenu du contexte particulier que connaît notre pays en ce début d'année, je suis persuadé que notre commission et dans une semaine l'Assemblée nationale peuvent adopter cette proposition de loi. Je ne suis pas particulièrement friand de grandes déclarations lyriques, mais à un moment où tous évoquent l'union nationale et sans naturellement surestimer la portée de ce texte, je pense que si la Commission de la Défense adoptait cette proposition de loi, elle enverrait un premier signal fort et concret, prouvant que majorité et opposition peuvent faire face à des problèmes qui dépassent les clivages politiques, travailler en commun et proposer des solutions ensemble. Si tel était le cas, j'estime que nous aurions accompli notre travail de députés. Je vous remercie.
Merci, chers collègues. Effectivement, comme vous l'avez souligné, il y a eu compte tenu du texte initial, les amendements, en tout cas, que vous avez déjà exposés, et je vous remercie de l'avoir fait, ont permis d'aboutir à des propositions, si bien sûr ces amendements sont votés, qui répondent aux objectifs qui avaient été fixés dans la loi de programmation militaire par l'article 55 et qui vont nous permettre, à travers cette PPL, je l'espère en tout cas, avec le soutien en tout cas de la présidente, de pouvoir aboutir à un texte qui permettra aux juges de pouvoir apprécier et juger en conséquence les situations qui leur seront présentées. Je vais passer. Alors, j'ai plusieurs interventions avant de passer aux amendements. Daniel Boisserie, puisqu'il a été cité à plusieurs reprises et qu'il est aussi en tant que spécialiste un peu des questions de gendarmerie et que les questions de sécurité autour des centrales sont des questions de gendarmerie aussi. Je vais laisser la parole à Daniel. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. C'est vrai que l'examen de cette proposition de loi de Claude de Ganay, mais aussi de nos collègues de l'UMP, nous place dans une situation tout à fait inhabituelle. Et c'est vrai qu'elle traite d'une question réellement préoccupante que nous avions largement discutée, et le rapporteur l'a dit, au sein de notre commission lors de l'examen de la LPM et lors du projet de loi de finances. Vous vous souvenez peut-être qu'assez récemment, la centrale de Fessenheim a fait l'objet d'un envahissement. Les autorités françaises ont volontairement très peu communiqué sur le sujet, mais il y a eu en réalité plusieurs opérations consécutives. Et ces opérations ont été préparées depuis des pays limitrophes et conduites au moins en partie par des ressortissants étrangers. Il s'avère que ces opérations participaient d'une stratégie de harcèlement visant à créer un débat autour de la sécurité de l'accès aux centrales et donc de la sécurité nucléaire. Et la difficulté à laquelle nous sommes confrontés est le manque d'outils dissuasifs pour empêcher les intrusions. Il y a effectivement une lacune juridique. Il est possible de faire protéger une centrale menacée par la gendarmerie. C'est vrai que les PSPG protègent très largement ces centrales, avec quelquefois des moyens limités, puisque la configuration est totalement différente de celle d'autres pays où les centrales sont beaucoup mieux protégées. C'est le cas à Fessenheim, et c'est le cas dans toutes les centrales. Mais en revanche, il est très difficile d'éviter un envahissement si les effectifs de gendarmerie sont limités, ce qui est le cas, forcément. Dans le cas de Fessenheim, une tentative de pénétration par la tête principale sert de leurre et attire les gendarmes sur le point de clôture qui est menacé. Et pendant ce temps, une seconde équipe franchit la clôture et pénètre dans le bâtiment. Le paradoxe, c'est qu'en cas d'attaque terroriste, les gendarmes pourraient tirer. Mais il semble difficile d'ouvrir le feu sur des manifestants, des militants du nucléaire. Or, il s'est avéré que l'envahissement d'une infrastructure protégée dans une centrale nucléaire ne relevait, comme l'a dit le rapporteur, d'aucun délit spécifique. Et les auteurs sont poursuivis pour chef de violation de domicile, ce qui n'est pas du tout adapté et encore moins dissuasif, forcément. Et il faut, par conséquent, créer un délit spécifique. Il a été remédié à cette carence lors de l'audition sur la loi de programmation militaire, sur le programme de la finance aussi, et nous avions adopté, je le rappelle, à l'unanimité, toute sensibilité confondue, ce rapport. C'est cet amendement qui permettait aussi au gouvernement de légiférer par ordonnance. Je dis, le gouvernement ne l'a pas fait pour diverses raisons. Bref, aujourd'hui, cette proposition de loi de Claude de Ganay répond à un vrai besoin. Il nous semblait qu'elle devait être améliorée lorsqu'elle a été élaborée dans sa première formule, parce qu'elle proposait en fait de transformer les centrales nucléaires en zones de défense hautement sensibles. La conséquence de cette classification était d'autoriser la gendarmerie à ouvrir le feu, y compris en cas de légitime défense. Hors cas de légitime défense, pardon. Il va de soi que cela était assez inconcevable. D'autant moins que la définition d'une centrale nucléaire civile n'est pas une zone militaire, mais que la confusion entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire porte en elle beaucoup de problèmes potentiels. Donc j'ai pris l'initiative de dire à Claude de Ganay, notre rapporteur, que son texte devait être amendé. Il a retenu cette proposition et j'ai donc, comme lui, déposé un amendement qui doit faire l'unanimité au sein de notre commission, j'en suis persuadé. Nous avons donc deux amendements strictement identiques et ce texte a été validé en réunion interministérielle et a fait l'objet d'une décision positive. Donc,
comme nous devons faire face à un besoin urgent, je propose que ce texte d'origine soit amendé, mais le rapporteur l'a déjà fait aussi, et que nous votions conjointement, effectivement, l'amendement du rapporteur et l'amendement des commissaires socialistes, donc, qui sont identiques. Ainsi, on ferait un coup double. Je crois qu'on règle une difficulté avérée et on prolonge, d'une certaine façon, l'union républicaine de ces dernières semaines, si on le vote à l'unanimité. Merci. J'ai 7 questions, je crois. Sylvain Berrios, je vais toutes les... Enfin, ce n'est pas des questions d'ailleurs, c'est plus des interventions des uns et des autres qui n'appelleront pas, à mon avis, à des réponses de nos deux collègues. Sylvain Berrios. Oui, merci Madame la Présidente. J'ignore si c'est une progression de l'Union de ces dernières semaines, parce que c'est un texte qui vient ancien et qui vient finalement de loin, et qui a été une bonne collaboration entre les uns et les autres. Même si on peut imaginer qu'à un moment donné, se posant la question des moyens d'action, notamment de la gendarmerie, et mon collègue l'a rappelé à l'instant, sur les moyens de réagir aux intrusions, pour autant, c'est un texte, je crois, équilibré, qui permet à la fois, comme l'a rappelé le rapporteur, de garantir la liberté d'expression des uns et des autres à l'extérieur des centrales, et en même temps de faire en sorte que nos centrales et nos équipements nucléaires puissent être protégés et convenablement protégés. Ça permet à la fois de définir les conditions d'exercice et de dialogue d'ailleurs, et d'information sur les centrales avec les uns et les autres, mais en même temps de garantir aux Français que l'ensemble de nos centrales sont bien, c'est-à-dire bien gardées. Et donc je crois que cette unanimité, je ne sais pas si c'est une union nationale, mais cette unanimité est gage pour les Français d'une transparence et d'un bon signe qui va dans le bon sens. Donc, ce rapporteur, vous êtes bien sûr le bienvenu dans cette commission de la Défense. Je ne sais pas si c'est l'unité nationale, mais en tout cas, le nombre d'intervenants est en train d'augmenter. Jean-Jacques Candelier. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, c'est vrai que ça pourrait faire l'unanimité, ça pourrait faire, j'ai analysé la proposition de loi, elle va dans le bon sens. Ensuite, les amendements, je ne les ai pas encore vraiment travaillé. J'ai entendu M. Boissry, notre collègue Boissry en parler. J'ai entendu le rapporteur en parler. Comment? Laisse notre collègue Jean-Jacques Candelier s'exprimer. Ah, non, je disais, non mais on me perturbe à droite. Je disais que j'ai analysé la proposition de loi, j'ai analysé rapidement les amendements, j'ai écouté les commentaires de notre collègue Boissry et du rapporteur. Maintenant, il faut que je les décortique complètement. Je pense que je vais vous rejoindre. On pense bien entendu aux opérations coup de poing de Greenpeace. Y a-t-il d'autres actions actuellement au tribunal, à part Greenpeace? Ensuite, une petite question, ce durcissement de la législation ne va-t-il pas engendrer des bavures de la gendarmerie, des services de sécurité? Point d'interrogation. Non, mais Daniel, j'ai pas lu tes amendements. J'ai pas lu tes amendements. Ensuite, je suis quand même préoccupé par la capacité de l'État à faire cesser les survols de drones. Aujourd'hui, il y a des drones un peu partout. Je n'ai pas dit qu'il y avait des drones au-dessus de chez moi, mais bientôt peut-être. Ensuite, il existe aussi une menace terroriste réelle, en particulier sur les piscines. J'ai parlé des piscines d'entreposage, Madame la Présidente. J'ai parlé des piscines d'entreposage du combustible irradié qui peuvent être la cible de bombes. Qu'en pensez-vous, Monsieur le rapporteur et Messieurs les porteurs d'amendements? Merci. Alain Chrétien. Oui, merci Madame la Présidente. Effectivement, en tant que co-signataire de la PPL, c'est un travail de fond qui a été réalisé par Claude Deganet sur le sujet. Et je crois que tout le groupe UMP, sans exclusive, va le suivre, y compris sur les amendements qui ont été proposés. La simple question que je voudrais poser à Claude Deganet, c'est est-ce qu'on pourrait inclure dans ces dispositifs les centrales plus classiques ? Parce que le risque existe pour les centrales nucléaires avec la thématique nucléaire, mais est-ce que les centrales classiques, qui sont aussi des sites stratégiques pour la production d'électricité, pourraient éventuellement être incluses dans ce projet, parce que ce sont aussi des sites qui peuvent paralyser et perturber la production d'électricité et donc la vie sociale du pays. Je félicite notre collègue Deganet, en effet, qui fait un rapport de qualité, mais
pressions et que nous appuyons et approuvons. Par ailleurs, je ne trouve pas dans cette proposition des règles pour ce qui est de la sécurité. C'est-à-dire, c'est la gendarmerie qui est financée par EDF, mais y a-t-il des règles précises? Il serait peut-être bon de savoir qu'il devrait y avoir tant de gendarmes, tant de personnel pour la sécurité, alors que là, on n'a aucune information précise en la matière et on peut craindre que, pour des raisons économiques, on réduise les personnels. Et quelle est la formation de ces gendarmes? Ce sont des gendarmes, mais ont-ils une formation plus spécifique? Ont-ils une organisation? Parce que j'ai une centrale nucléaire dans ma circonscription, mais on n'a pas toujours les informations de ce qu'ils peuvent faire, apporter dans l'intérêt des populations et surtout dans l'intérêt de la centrale. C'est dans le rapport, mais vous l'aurez. Jean-Yves Le Déaut. Oui, moi je voudrais également fixer le rapporteur qui a fait référence à une audition que nous avons eue le 24 novembre à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sur une des thématiques qui vient d'aborder, qui était le survol des centrales nucléaires par les drones, où on concluait effectivement qu'il fallait renforcer les sanctions à l'encontre de tout type d'intrusion sur des points de sensibilité vitale, d'importance vitale. Donc les centrales nucléaires et peut-être des barrages, comme certains disent. En tout cas, là, on est sur les centrales nucléaires et on demande de les classifier, les installations nucléaires de base, en zone de défense hautement sensible et ça va dans le bon sens. Je voudrais juste dire un tout petit mot, Madame la Présidente, sur les conclusions de cette audition, où on est arrivé. Effectivement, on a invité toutes les parties prenantes, y compris Greenpeace, et où un expert dit indépendant de Greenpeace est venu finalement, après tous ces survols de centrales, nous indiquer qu'il y avait des dangers supplémentaires. D'abord, ce travail a été fait en 3 semaines. Ce n'était pas, à mon avis, un travail en profondeur, quand on est capable de rendre un rapport en 3 semaines pour essayer de l'indiquer. Deuxièmement, l'autorité de sûreté nucléaire et l'IRSN présents à cette audition ont indiqué qu'ils n'avaient bien sûr pas attendu un rapport fait en 3 semaines pour essayer d'améliorer la défense en profondeur, où un certain nombre de questions étaient posées sur les piscines, sur les transformateurs, sur les canalisations de vapeur, sur les turbines, sur tout ce qui fait l'environnement du bâtiment réacteur. Et que, bien sûr, un certain nombre de mesures ont été préconisées, elles sont en cours de réalisation et toutes ne sont pas réalisées. On a également vu que le procédé, et notre collègue Candelier vient d'en parler, le procédé de détection des drones qui ne sont pas des objets métalliques est quelque chose de très compliqué. Mais que par contre, il y avait des projets, et un projet notamment à Vallon, basé sur des méthodes audio et vidéo de détection des drones, et par un hasard que nous n'avions pas compris, parce que c'était un projet de coopération franco-allemand, ce projet n'avait pas été financé par l'ANR. Depuis, le gouvernement a corrigé, et il y a 1 million d'euros qui ont été mis sur ce projet de détection, et je crois que c'est une bonne chose. Enfin, je terminerai en disant qu'il faut quand même réfléchir à 2 choses. On a d'une part la sûreté nucléaire, et je pense qu'on a fait évoluer la législation en créant l'autorité de sûreté nucléaire et l'IRSN, une autorité indépendante qui joue son rôle. Mais il y a la sécurité nucléaire qui est du ressort de la gendarmerie. Et c'est le sujet que vous abordez là. À mon sens, ce texte n'en parle pas. Mais je suis favorable au texte, et Daniel Boisserie vient d'en parler, et à la manière dont vous le dites. Mais à mon sens, il faudrait mieux coordonner la sûreté et la sécurité nucléaire si on veut mieux protéger nos centrales. Enfin, et ce sera mon dernier point, à mon sens aujourd'hui, les drones, tout le monde peut les utiliser sans connaissance des moyens de faire voler ces drones. Il faudrait sans doute arriver à une formation meilleure pour ceux qui utilisent des drones et non pas laisser une législation aussi floue que celle qui existe actuellement. Voilà, Madame la Présidente, certaines des conclusions de notre réunion du 24 novembre. Merci de ces précisions et de pouvoir les apporter lors de l'examen de ce texte. C'est un atout supplémentaire. François de Rugy.
Oui, merci Madame la Présidente. D'abord, pardon, sur la forme, on pourrait s'étonner que cette proposition de loi soit examinée dans notre commission, puisqu'après tout, c'est d'abord et avant tout, et je crois que c'est un peu ce que vient de dire d'ailleurs C'est Jean-Yves le code de la Déaut. défense, François. C'est Pardon pour ça. C'est parce que c'est le code de la défense qui est modifié. Oui, 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 j'ai bien vu, mais je suis pas sûr d'ailleurs que ce soit totalement partagé par le ministère, que cette analyse soit totalement partagée par le ministère de la Défense, mais ça c'est un autre sujet, et j'ai cru comprendre d'ailleurs que le gouvernement ne serait pas représenté par le ministre de la Défense, mais par la ministre de l'Écologie, qui est en charge de l'énergie, et la question de la sécurité des installations nucléaires relève du ministère de l'Énergie, et c'est bien normal. Mais peu importe, c'est pas la question de fond. La question de fond, je crois que notre collègue l'a dit dans sa présentation initiale, il y a un problème par rapport au risque d'intrusion hostile dans les installations nucléaires civiles, comme il peut y en avoir des installations nucléaires militaires, mais ça c'est un autre sujet qui est déjà traité. Ce risque-là, il a été mis en lumière, disons-le, par le fait que une organisation comme Greenpeace, puisqu'à ma connaissance c'est la seule organisation qui l'a fait, a pu rentrer dans des centrales. Ça ne veut pas dire forcément dans les zones les plus d'ailleurs les plus sécurisées, etc., mais dans les centrales au point de déployer des banderoles, etc. Bon. Et ça a pu inquiéter nos concitoyens qui se sont dit finalement c'est assez facile entre guillemets de rentrer, et là on a une organisation qui est certes et qui revendique son militantisme antinucléaire, mais qui ne cherche pas à mettre en danger les installations nucléaires, qui ne cherche pas qui n'est pas dans une intrusion hostile au sens de quelqu'un qui voudrait provoquer un accident dans une centrale nucléaire. Et l'impression que donne cette proposition de loi, c'est que au lieu de traiter ce problème, notre collègue Jean-Yves Le Déaut a dit un certain nombre d'éléments, je le dis d'autant plus, chacun sait que l'on soit pro-nucléaire comme collègue ou anti-nucléaire comme moi, je pense qu'on est tous attachés à la sécurité des installations nucléaires. Eh bien, finalement, on casse plutôt un révélateur, un thermomètre, qu'on ne règle le problème de fond. Et notre collègue, d'ailleurs, auteur de la proposition de loi, l'a reconnu, puisque des gens qui voudraient commettre un attentat, une forme d'attentat dans une centrale nucléaire, ce n'est pas la perspective d'un renforcement des peines qui va les dissuader. Et donc, d'ailleurs, je pense, compris, la nouvelle rédaction est faite de façon assez claire sur le fait de dire que le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque de quelque manière que ce soit à commettre l'infraction, c'est bien les associations, enfin une association comme Greenpeace qui est visée. C'est pas évidemment des gens qui voudraient commettre un attentat et qui de toute façon, eux, pour se protéger contre cette menace, c'est pas une loi qui dit qu'on crée un délit qui n'existe pas, etc. C'est des protocoles de sécurité, je pense que c'est ce qu'a voulu dire notre collègue Le Déaut avant moi, qui relèvent des autorités de sûreté nucléaire qui, elles, et nous souhaitons, et nous ferons le cas échéant des amendements pour la séance dans ce sens, qu'on renforce les pouvoirs de l'autorité de sûreté nucléaire pour qu'elle fasse des préconisations qui soient appliquées obligatoirement par les opérateurs. Et là, ça n'a rien à voir avec le fait, on peut toujours, on peut discuter de savoir si ce que fait Greenpeace est répréhensible, de même qu'on pourrait discuter de savoir si couper l'électricité quand on est un grand syndicat de l'énergie dans une réunion publique est quelque chose qui est répréhensible et qui devrait être soumis à une peine renforcée. Mais c'est pas quelque chose on voit bien que c'est pas comme ça qu'on réglerait la sécurité d'un Premier ministre qui participerait à cette réunion publique. Hein. Donc, voyez bien que c'est pas le sujet, c'est pas en s'attaquant à ceux qui font une action militante, démonstrative, qui a pour but justement de voir si, quand on fait des tests d'une certaine façon, si on peut s'introduire ou pas dans une centrale, qui va régler le problème de la sécurité réelle d'une centrale comme d'un autre établissement. Au passage, ça n'est pas neutre, en effet, et je finirai là-dessus, de considérer qu'une installation nucléaire civile est assimilable à une installation de défense. Mais ça, je pense que c'est pas sans conséquence après sur d'autres choses, mais bon, ceux qui le proposent l'assumeront sans aucun doute. Jacques Lamblin.
Merci Madame la Présidente. Il y a quelques mois, je dis bien, le général Favier était ici et insistait sur les difficultés juridiques auxquelles la gendarmerie était confrontée pour protéger avec efficacité les installations nucléaires. Donc cette loi remonte à une réaction que la position du général Favier a inspiré un bon nombre d'entre nous, et nous sommes donc nombreux à être co-signataires. Il me semble que, en fait, les centrales nucléaires sont certes des équipements civils, pour répondre à M. de Rugy, mais elles peuvent être un objectif militaire, je dis bien militaire, pour des soldats sans uniforme, des soldats illégaux, dont malheureusement on peut penser qu'il en existe un certain nombre en France actuellement. Et l'enjeu est considérable pour notre société parce que on peut mettre hors service une centrale nucléaire sans forcément s'attaquer au cœur nucléaire du dispositif, comme le soulignait Jean-Yves Le Déaut, mais par le biais de destruction d'équipements annexes au cœur nucléaire et qui sont cependant indispensables au fonctionnement de la centrale. Et si de tels incidents survenaient, on peut redouter un effet en cascade, tant on sait que notre société est dépendante de la ressource électricité. Et si des incidents, enfin des attentats graves survenaient sur une ou deux centrales, mettant à mal nos capacités de production d'électricité, on pourrait redouter le pire pour le fonctionnement immédiat de la société française, mais peut-être au-delà de la France, de différents pays européens, tant le système de la production électrique est un système dont l'équilibre est en permanence sur le fil du rasoir. Donc c'est absolument indispensable d'être extrêmement ferme sur la protection de ces équipements, certes civils, mais qui peuvent être des cibles pour des personnes particulièrement hostiles à notre société. Voilà pourquoi je crois qu'il faut, sans ambages, soutenir ce projet de loi. Marc Leffineur. Merci. Oui, je crois que cette proposition de loi elle a été attendue depuis longtemps. C'est vrai qu'on avait déjà d'ailleurs parlé plusieurs fois ici au sein de la commission et qu'on ne peut que s'en satisfaire. Je ne sais pas si on peut comparer une centrale nucléaire à des meetings électoraux, mais je crois qu'il ne faut pas faire d'amalgame quand même entre les différentes positions. Mais moi, je voudrais poser une question au rapporteur. C'est est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes que ça va mobiliser pour le garder et pour faire en sorte que soit respectée la loi qu'on est en train de voter? Est-ce qu'on sait à peu près combien ça va mobiliser de gendarmes entre... Oui, merci Président. D'abord, je voudrais féliciter et remercier notre rapporteur. Je m'en veux d'avoir raté cette proposition et de ne pas l'avoir signée, mais dans la masse qu'on reçoit, parfois, quelque chose d'important nous échappe. Je rejoins l'Union nationale, surtout celle qui a été soulignée par mon collègue Andelier. Je regrette qu'elle soit déjà un peu lézardée par certains qui ont une vision un peu dogmatique parfois sur ce genre de choses, tout ce qui touche au nucléaire. Pensant qu'on peut s'exprimer et en toute impunité aller pénétrer chez les autres comme ça, même si ça relève parfois de la sécurité nationale. Mon collègue a fait une proposition qui n'est pas inintéressante, peut-être d'étendre sur les autres centrales, parce que d'autres aussi ont leur dangerosité. Si c'était le cas de cette extension, faudrait-il pas y mettre les P3 et les P4, les P3 et les P4 qui relèvent aussi d'une problématique de sécurité. En tout cas, je voterai dès demain, dans tous les sens du terme, ce texte, parce que je crois que l'ensemble du groupe UMP y collaborera. En tout cas, merci à vous, monsieur le rapporteur, et peut-être que cette union nationale puisse durer un peu. Si j'avais un peu un trait d'humour, est-ce que ce texte aussi prévoit pour ceux qui perturbent les réunions électorales et qui coupent le courant le soir dans les réunions électorales? Peut-être qu'il faudrait le mettre aussi. Allez, Michel Voisin, c'est la dernière question. J'en ai pas d'autres, je crois. Oui, merci Madame la Présidente. Une question très courte. Monsieur le rapporteur, bravo pour le
travail que vous avez fait. Est-ce qu'il y a eu une corrélation entre les textes applicables à l'aviation civile sur le survol des zones sensibles? Merci Michel. Je vous laisse, monsieur le rapporteur, répondre aux différentes questions ou suggestions même. La présidente, donc effectivement, il y a un certain nombre de questions où il y a eu des réponses apportées par des collègues, ou tout au moins, même dans mon propos, il y avait des réponses. Néanmoins, je voulais préciser que ma PPL initiale, effectivement, apportait une classification de zone de défense hautement sensible, ce qui n'est plus le cas au travers de mon amendement. Ma PPL aujourd'hui, avec l'amendement, s'il est adopté, c'est de renforcer la sanction pénale. Hein, c'est surtout sur ce point-là qu'est concentrée cette PPL. Alors sur les drones, j'en parle tout de suite parce que je l'ai évoqué, mais comme je l'ai dit, il y a toute une mission qui est engagée sur ce sujet. On sait qu'aujourd'hui, on a des difficultés à qualifier, même juridiquement, l'aéronef sans pilote qui survole les centrales. Il y a donc tout un problème de réglementation qui n'est pas tout à fait adapté ou pas suffisamment précisé. Donc il y a un groupe de travail qui a été initié, qui doit, et c'est l'objet d'un amendement que je propose à la suite du rapport, précisant que c'est un rapport qui devrait être remis en septembre 2015. Donc c'est pour ça que je ne pouvais occulter ces survols, ces intrusions par aéronef sans pilote, mais en laissant, en accord avec l'ensemble des membres de ce groupe, le soin d'affiner, de préciser à la fois les moyens de neutralisation, les moyens de définir juridiquement ces drones. Voilà. Alors, donc par rapport aux zones de défense, c'est clair, ne nous trompons pas, c'est plus le sujet. Voilà. Donc globalement, on pourrait étendre bien sûr cette PPL à d'autres installations. Pourquoi pas? Je me suis concentré sur les zones très sensibles que sont aujourd'hui les centrales nucléaires. Mais on peut toujours aller plus loin. Hein. Mais aujourd'hui, voilà, c'était l'objet de la PPL. Mais c'est intéressant d'envisager, effectivement, je crois que pour le débat, et en tout cas dans cette commission, effectivement, d'évoquer cette possibilité me paraît très pertinent. Alors, dans l'ordre, ou plutôt dans le désordre, mon collègue Alain Moine-Bressan parlait de nombre de gendarmes. Bon, aujourd'hui, bien sûr, c'est les PSPG, donc on en connaît le nombre, l'effectif total. Ils sont 882 répartis sur le territoire auprès des centrales. Chaque centrale a un nombre qui varie selon le nombre de tranches, je crois, le nombre et l'étendue de la zone de protection. Alors, leur formation, c'est le GIGN. Hein. Ils sont formés par le GIGN et ils sont très, très bien équipés. Ils ont un équipement, on l'a vu, mon collègue parlait de Fessenheim. En 2014, c'était une intrusion notamment à la fois terrestre et maritime. Donc, les PSPG qui sont en bord de Loire ou en bord de mer ont également des moyens de bateaux, etc., ultra rapides. Enfin, ils sont très, très bien équipés à ce niveau-là, je veux dire. On parlait du personnel. Là, donc récemment, la dernière intervention me demandait si ça allait susciter des emplois supplémentaires. Non, non, absolument pas. Au contraire, puisque c'est la sanction pénale. Hein, donc, on espère que cette PPL sera suffisamment dissuasive pour que même le juge sera même plus saisi. Vous voyez, il n'y aura même plus besoin d'aller devant le juge. Il y a une dissuasion encore plus en amont. Qu'est-ce que je voulais par contre réagir sur un certain nombre de mes collègues, de propositions. Monsieur de Rugy dire que c'était plutôt militaire, par exemple. Monsieur de Rugy disait que c'était militaire, chez Greenpeace, c'est pas contre Greenpeace. Alors oui, monsieur de Rugy, donc sur la forme, effectivement, vous avez évoqué la forme et puis surtout les zones militaires. Donc comme je vous dis, c'est surtout renforcer la sanction pénale, hein, c'est une réponse pénale que je veux apporter. C'est pas bon. Alors n'est pas ciblé Greenpeace ou telle autre organisation, mais je pense qu'on peut très bien manifester, comme je l'ai dit dans mon rapport, à l'extérieur. Son sentiment, son appartenance à tel ou tel mouvement, sans être obligé de rentrer sur les sites. Alors, on parlait les PSPG sont entraînés.
Ils savent que quand ils ont identifié les intrus, s'ils arrivent à identifier que ce sont des intrus déterminés, donc des terroristes pour simplifier, ils se précipitent sur les points importants et ne vont pas devant, je dirais, les intrus. Ils protègent les sites importants, les lieux qui ont été désignés à l'avance, qu'ils connaissent bien, connaissent parfaitement les lieux. Ils ne vont pas aller se courir derrière des militants anti-nucléaires. Donc voilà, donc c'est pas, ils vont pas contre, ils sont pas formés pour ça. C'est pas leur mission en tout cas. Cette PPL, je crois, permettra effectivement de mieux cerner, de mieux discriminer. À partir du moment, c'est le risque, c'est de parmi ces anti-nucléaires, c'est qu'il y ait une intrusion de quelqu'un d'inconnu. Souvent, en plus, ils sont de plusieurs nationalités et ils sont difficilement identifiables. Donc, l'objectif de renforcer la sanction, c'est la dissuasion. Donc, je pense que c'est tout intéressant pour compléter la sécurité des centrales nucléaires. Alors, j'ai répondu plus ou moins en partie. Alors oui, je précise aussi, ça a été évoqué, les militaires en tous les cas de figure, le PSPG, respectent un protocole. La PPL ne vise pas à renforcer leur usage leur permettre d'user l'usage de la force et de leur arme. Ils ont un protocole très précis, c'est des sommations, etc. Donc ça, c'est pas l'objet de la PPL. L'objet, moi, c'est vraiment sanction pénale. C'est pas, on renforce pas les pouvoirs des gendarmes qui ont déjà un cadre précis d'intervention. Ils ne font pas usage de leur arme comme ça, quoi. Ouais, je crois, Madame la Présidente, avoir fait presque le tour, a priori. Daniel, je crois que tu peux peut-être compléter si parfois il y a des éléments qui ont été oubliés. Oui, non, je crois que le rapporteur a parfaitement décrit ce qui se passait. Moi, je voulais, mais il est parti répondre à notre excellent collègue Moine-Bressan, qui est un spécialiste de la gendarmerie, en plus, Alain Moine-Bressan. Il sait exactement ce qui se passe dans l'organisation des PSPG. Rappelez qu'on a augmenté considérablement les effectifs des PSPG en 2013. On a augmenté de 122 personnels, ce qui fait une augmentation proche de 20%. Et là, on a bien senti le besoin. C'est aussi le travail de notre commission qui a été entendu finalement là-dessus. Et que cette organisation me paraît presque parfaite. Parce qu'il y a... tout est relié au GIGN, ça a été dit tout à l'heure aussi. Et l'intervention du GIGN peut se faire. Effectivement, il y a un problème essentiel, on va peut-être pas s'étendre là-dessus aujourd'hui, mais c'est de pouvoir retarder effectivement le plus loin possible l'intervention, l'envahissement de la centrale, voire l'intervention terroriste, bien sûr. Et là, nous sommes un peu défaillants par rapport à d'autres pays, je disais tout à l'heure, où les centrales sont beaucoup mieux protégées, avec plusieurs ceintures, si vous voulez. Donc voilà, sur 882 personnes, effectivement, c'est une amélioration considérable qui a été faite en 2013. J'ai bien entendu la prudence aussi de Jean-Jacques Candelier. Mais je crois que chacun est attaché aussi à la sécurité de nos installations nucléaires. Et que là, il dit, je vais regarder l'amendement. Les amendements, ils sont identiques en plus, mais ils vont dans le bon sens. Il y a que c'est dissuader, tout simplement. Et pour répondre à la prudence de François de Rugy, je comprends. Cette proposition, il faut le reconnaître, n'est pas dirigée contre les antinucléaires. Elle est là pour assurer la sécurité des Français, de nos concitoyens. Et des mesures dissuasives, je veux dire, parce qu'il n'y avait pas de mesures dissuasives. Et que la proposition de loi d'origine de notre collègue de Gallé ne correspondait pas non plus à la réalité. Je crois qu'aujourd'hui, on arrive les uns et les autres, avec cet accord, sur une proposition équilibrée qui permet à la fois d'assurer la sécurité et en même temps de permettre à la gendarmerie de travailler dans des conditions tout à fait normales. Donc je crois qu'il faut absolument... il y a peut-être des améliorations à apporter, mais je pense que cette proposition de loi amendée peut faire l'unanimité. Merci. S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, je vais... Si je n'ai pas bien répondu, Madame la Présidente, à le rapport. question, il y a le rapport qui sera
qui permettra de répondre aux parties, à moins qu'il y ait des Le questions. texte étant examiné la semaine prochaine, jeudi à 9h30, je vous le rappelle. Vous avez le temps de lire le rapport d'ici là. S'il vous plaît, là, Daniel. Je vous renvoie aussi, mais vous l'avez sans doute regardé pendant vos vacances, je vous renvoie à la page 33 du rapport qui avait été fait en octobre. Vous verrez, il y a tous les détails, effectivement, sur les installations nucléaires et le travail de la gendarmerie sur ces installations. Merci. Donc, je vais passer au vote des amendements, puisque nous avons plusieurs amendements, dont à l'article 1er, 2 amendements identiques déposés par Claude de Ganay et par Daniel Boissry. Je crois qu'ils les ont... Est-ce que vous voulez, monsieur le rapporteur, peut-être les exposer? Je crois qu'ils sont Daniel défendus dans Boissry, le cadre de mon rapport liminaire. Donc je pense que... ils ont été exposés dans... Et je pense Daniel aussi. Donc je vais procéder au vote. Qui est pour ces amendements? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc ces amendements sont votés. À l'article 2, nous avons un amendement de Claude de Ganay. Ça, c'est par rapport au rapport, hein, je crois que c'est ça. C'est par rapport au drone, Madame la Présidente. Effectivement, comme je l'ai expliqué lors de ma présentation, les drones ne présentent pas à l'heure actuelle de risque particulier. Toutefois, ces appareils pourraient représenter une menace à l'avenir dès lors que leur autonomie, leur vitesse ou encore leur capacité d'emport seraient améliorées, ce qui reste possible. Il s'agit d'une question sérieuse qui doit être traitée comme telle. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, des groupes de travail ont été constitués à l'initiative du Premier ministre. C'est celui-là ? Et ils auront vocation à analyser, à cerner cette problématique d'un point de vue juridique, d'un point de vue technique et capacitaire, et donc du point de vue des menaces. Et donc légitime que le Parlement soit informé, notamment quant aux solutions envisageables pour répondre efficacement à ce problème. Donc le présent amendement demande au gouvernement de nous faire part, donc au Parlement, avant le 30 septembre prochain, un rapport sur le sujet. Ok. Je rappelle que d'ailleurs sur ces aspects, puisqu'on suit cela de près... Et ça répondra à monsieur Voisin. Voilà, le GDSN est en capacité de pouvoir rendre normalement un rapport pour cette date, donc c'est une date tout à fait réaliste. Charles de la Verpillière, je crois. Oui, merci Madame la Présidente. C'est juste une question de compréhension. Je voudrais être sûr de bien comprendre. Donc l'amendement et le texte qui est proposé dans l'amendement à l'article 2 se substitue totalement à l'article 2. Totalement réécrit. Il n'y a plus que le rapport, il n'y a plus le renvoi au Code de la Défense, etc. Merci. Merci. Donc je vais procéder au vote. Qui est pour cet amendement? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc il est voté. François, tu t'abstiens ou prends part au vote? Donc il est voté à l'unanimité. Ensuite, sur le titre, un amendement de Claude de Ganay également. Oui, bien sûr, c'est pour être cohérent. C'est un amendement de coordination, donc par rapport au premier amendement qui a été accepté. C'est le titre qui devient renforcement de la protection des installations civiles abritant des matières nucléaires. Voilà. Qui est pour ce titre? Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions, donc il est voté favorablement. Alors nous allons donc maintenant se prononcer sur la proposition de loi maintenant modifiée. Qui est pour cette proposition de loi modifiée? Qui est contre? Qui s'abstient? 1 abstention et 1 contre. Je vous remercie, il est adopté. Donc la semaine prochaine, 9h30. Merci Madame la Présidente. Pour cette